Alors bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Go. Alors aujourd'hui nous allons voir la sérialisation des données en JSON. Donc comment faire un JSON et comment lire un JSON en Go. Et du coup on va changer un petit peu notre code et puis on va transformer ce serveur en API JSON. Donc premièrement, on va laisser un petit peu ce code-là de côté. Je vais ouvrir un nouveau dossier que j'avais préparé. Voilà. Alors ici, on va créer donc le message de bienvenue. Je m'en fous un petit peu. Voilà. Alors ici, on va refaire un fichier main go. Voilà. On va lui mettre le package main et on va faire la fonction main. Voilà. Alors, comment on va pouvoir encoder en JSON? Alors, déjà, on va faire l'import des paquets nécessaires. Donc, on va prendre FMT, ça, c'est pour l'affichage. Et on va aller chercher le paquet encoding. Alors, on voit qu'on en a un paquet. Binary, CSV, GOB. Alors, GOB, c'est un format spécial à Go. JSON, PEM, XML. Alors on voit qu'on a CSV aussi. On peut utiliser des fichiers CSV, encoder et décoder du CSV. Alors on va s'intéresser au JSON. Donc pour le XML, ce sera exactement la même chose. Ça fonctionnera pareil. Simplement, on utilisera l'encoding XML plutôt que l'encoding JSON. Alors concrètement, comment ça va se passer? Alors on ne peut encoder et décoder un JSON qu'en passant par une struct. Donc en fait, notre JSON doit être l'équivalent d'une struct. Donc ici, on va faire un exemple simple pour bien comprendre le fonctionnement. Donc on va se créer une nouvelle struct. On va appeler ça coder. Voilà. Notre codeur, il va avoir un nom qui va être de type string. Il va avoir un âge qui va être de type uint, parce qu'on ne peut pas avoir moins 1 an, moins 2 ans, voilà. Donc uint 8. En uint 8, on va on va de 0 à 255. À mon avis, pour un âge, on est large. Voilà. Et il va avoir des skills. Alors, pourquoi je ne l'ai pas mis en français? Justement, on va voir ça. C'est pour vous montrer une petite astuce un petit peu plus tard. Enfin, une petite astuce. Non, c'est une particularité de Go pour le JSON et ça marche aussi pour le XML. Donc, tout simplement, les skills, on va les mettre sous forme d'un tableau de string. Voilà. Alors, on est parti. Donc ici, on va créer un nouveau codeur. On va l'appeler Alex. Alors, Alex, ce sera un codeur. Donc son nom, on va mettre Alex. Âge, allez au pif, 26. Et donc on va créer un nouveau tableau de string. Voilà. Et dedans, on va y mettre donc ces skills. On va mettre Go. Kotlin.
On va y rajouter le cristal, l'expérimental, et puis on va y mettre du Python. Voilà. Donc là, on a créé notre codeur. Donc maintenant, comment je vais pouvoir sérialiser mes données et transformer ça en JSON. Alors, on va passer par une méthode spéciale. Donc, on va appeler ça JS pour JSON. Il y aura une erreur que, comme d'habitude, on va bypasser. Alors, je dis comme d'habitude, mais il faudrait, dans le cadre d'un vrai programme d'un vrai programme en production, faut gérer l'erreur. Comme d'habitude, on évite de bypasser les erreurs. Moi, je l'ai fait ici parce que ce code a très peu d'importance, si ce n'est l'exemple. Et donc, on va appeler sur notre paquet JSON importé au-dessus. Donc, voilà, JSON, on va appeler la méthode Marshall. Donc, Marshall, on voit qu'il prend une interface, donc grosso modo un type générique. Ça, c'est un petit peu une interface vide, donc tout plus ou moins correspond à ce type, à cette interface. Donc c'est en général ce qu'on utilise quand ce qu'on va lui passer ne sera pas défini. Et il nous renvoie donc un slice d'octet et une erreur. Donc qu'est-ce qu'on va lui passer ici? Vu qu'on peut lui passer, on a vu, c'est un type générique, on peut lui passer plus ou moins n'importe quoi, théoriquement. Donc ici, on va lui passer notre struct. Alors, notre struct, elle s'appelle Alex. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, ici, on a notre JSON qui est encodé. Il n'y a pas plus à faire que ça. Alors, simplement, il est sous forme d'un slice d'octet. Donc, il faudra bien, si je veux l'imprimer, donc je fais hop, println. On va faire de string. String avec un J, ce sera mieux. Ça correspond à quelque chose. Donc, on va caster en string notre slice d'octet. Et c'est tout. Voilà. Donc là, on va faire go run main-go. Et voilà. Et donc, il me sort un JSON valide. Ici, la clé, c'est non, la valeur Alex. Pareil, donc, entre accolades. Et puis, le slice de string est bien ressorti sous forme d'un tableau de string façon JavaScript, quoi, en JSON. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors donc, tout à l'heure, je vous avais dit, on verra plus tard pourquoi je l'ai laissé, pourquoi je l'ai pas mis en français. Alors on peut substituer à ce nom-là. On voit ici qu'il me sort skills. Donc on peut ici substituer à la sortie du JSON. Donc on va mettre des backticks. Voilà. Donc il faut absolument utiliser les backticks plutôt que les double quotes. Parce que les double quotes, ils vont être... on va chercher à les interpréter en fait. Puisque dedans il y a des caractères d'échappement, tout ça. Donc là on veut une chaîne brute, ça fonctionne avec une chaîne brute, donc avec les backticks. Ici on va mettre JSON, 2 points, et attention, très important, on va mettre des double quotes ici. Et on va mettre le nouveau nom entre double quotes. Voilà, puis on va appeler ça compétence. Ça me paraît, on aurait pu mettre langage, mais aux compétences, ça me paraît bien. Et maintenant, donc si j'ai bien enregistré mon fichier, oui, ouais, je cliquerai l'écran. Voilà,
Donc on voit ici que j'ai nom Alex, âge machin et compétences. Voilà. Et si en même temps on imprime Alex, voilà. Alors est-ce qu'on va... On va voir ça tout de suite. Ouais, non, il nous met pas il nous met pas les clés. Mais en fait, voilà, si si ce que je peux faire, c'est ça. Voilà, on voit que skills n'a pas bougé. Et donc, alors pour le coup, ma démonstration va marcher, voilà. Donc ici, j'ai bien appelé skills, hein, j'ai pas appelé compétences, j'ai bien appelé skills. Donc ça change rien à ma struct, mais par contre, on a mappé ce nom-là, en fait. On a changé à l'exportation ce nom-là par celui-ci. Alors, ça marche aussi dans l'autre sens. On peut d'ailleurs on va le voir, quand on récupère un JSON et qu'on le retransforme, qu'on va le sérialiser sous forme d'une struct, on peut récupérer justement compétences par exemple et garder pour notre struct, le mapper sur l'attribut skills. Donc c'est tout à fait faisable. Alors, comme je vous l'avais dit, il me semble, oui, comme je vous l'avais dit, ici, on peut mettre XML, XML Marshall, et ici, on va mettre XML. Voilà. Donc ici, on va faire CSS, et voilà. Donc, vous voyez, rien de plus simple. J'ai changé ici JSON, j'ai remplacé partout JSON par XML et ça y est. Et on voit que ça fonctionne exactement pareil. J'ai mes compétences, alors c'est moins visible là, c'est moins lisible vu que c'est du XML, mais ici on retrouve bien mes compétences. Alors par contre elles sont, voilà, elles sont en fait mises une par une. Compétence Go, on ferme la compétence, réouverture compétence Java, et ainsi de suite. Donc elles sont encadrées séparément par des balises. Mais voilà, on retrouve bien l'ensemble de mes compétences qui s'appellent compétences et non plus skills. Alors vraiment ne pas oublier ça, parce que là vous le verrez pas dans le tuto vu que je l'ai coupé, mais là je me suis encore planté. J'ai oublié de mettre les guillemets, les double quotes, pas les guillemets, les guillemets, et ben ça ne marche pas. Ben, ça ne marche pas, si ça marche, mais il me sort skills à la place de compétences. Donc si derrière vous avez une API, ben, ça changera tout, quoi. Si vous avez, mettons, une application mobile qui va se connecter à votre serveur et taper dans l'API, ben, si vous lui passez skills à la place de compétences, elle va pas vraiment apprécier. Donc voilà, c'était juste pour c'était juste pour la démonstration, le XML. Donc vraiment pour vous montrer que au niveau de l'encodage, que ce soit XML ou JSON, si vous préférez travailler avec du XML, il n'y a vraiment pas de souci. Ça fonctionne exactement pareil. Vous pouvez même éventuellement avoir une API qui donne le choix. Ça arrive, on a le choix sur certaines API de sortir du JSON ou du XML. Par exemple, sur l'API de Wikimedia, on peut sortir du JSON ou du XML. Bon, Wikimedia, c'était pas forcément l'exemple d'API, c'est pas le meilleur exemple, vu que c'est une véritable usine à gaz et on n'y retrouve absolument rien. Mais voilà, on a le choix entre JSON et XML. Alors, moi je vais revenir sur du JSON. Voilà.
Et donc, ici. Voilà. Alors, ouais, je vais le sortir là. Voilà, ça marche. Donc ça, je vais l'enlever. Hein, skills, on en a plus besoin. Donc maintenant, comment on va faire l'inverse? Alors ce coup-ci, à l'inverse, donc je vais simplement commenter ces lignes-là, qu'on les garde sous la main. Et donc, je vais faire une copie de ceci. Et je vais mettre ça dans une variable. Donc on va appeler ça co, qui sera le codeur. Donc ça va être en fait le JSON. Alors le JSON c'est pareil, on utilise les backticks quand on veut mettre un JSON là, puisque, alors CTRL V, voilà. Puisque déjà de toute façon, dans le JSON, il y a des guillemets, il y a des double quotes. Donc là déjà, c'est même plus un souci d'interprétation, c'est simplement parce que le JSON il est fabriqué avec des double quotes et ben donc pour les différencier des double quotes, il faut qu'on utilise des backticks. Donc voilà, j'ai mis ma chaîne de caractères. Alors comment ça va se passer? Eh bien on va faire exactement pareil, mais dans le chemin inverse. C'est-à-dire que ici on avait, voilà, je vais mettre un peu d'espace, on a défini un codeur, donc c'est ça que nous on voudrait récupérer. On voudrait récupérer un objet de type codeur d'après le JSON ici. Donc d'ailleurs même on va pouvoir changer les noms, on va mettre Steph, ici on va mettre 44, et ça sent le vécu. Et tiens, ici on va mettre Node, on s'en fout. Voilà. Non, bah ici je vais appeler Steph en fait. Donc, voilà. Parce que justement, je vais créer un nouveau codeur. Alors ici, je vais créer un nouveau codeur. Alors mon codeur, il va être égal à codeur. Voilà. Donc tout simplement, on va créer un nouveau codeur. Donc ce codeur, lui, il va recevoir en fait, ici, donc vous voyez, on avait créé un nouveau codeur, donc en fait ça va être ça. Nous, on veut à partir de ça, retrouver ça. Donc déjà, on va créer un nouveau codeur, vide, hein, qui va accueillir les infos une fois qu'elles vont être désérialisées. Donc ici, on va désérialiser proprement dit, donc on va faire JSON, et ce coup-ci, on va appeler la fonction unMarshal. Donc Marshal, ça sert à encoder, et unMarshal, ça va décoder, tout simplement. Donc pareil, hein, ce que je vous montre, ça marche aussi avec le XML. Comme tout à l'heure, c'est exactement pareil. Hein, vous remplacez JSON ici et ici par XML, et on n'en parle plus. Et puis là aussi d'ailleurs. Donc JSON and Marshal. Allons-y, hop. Alors, on voit qu'il veut donc un paramètre qu'il a appelé data sous forme de slice d'octet. Ben, ça paraît assez logique puisque ici on a ressorti, en fait, on n'a pas sorti un JSON, on a sorti un JSON sous forme de slice d'octet. Donc si c'est ce qui sort, on se doute que la fonction inverse, c'est ce qu'elle va prendre en entrée. Donc ben là, pas de souci. On va faire un slice, hop là, un slice d'octet. Hein, enfin, on va faire un casting en slice d'octet. Et qu'est-ce qu'on va caster? Ben, on va caster Steph. Voilà. Alors, il y avait un deuxième paramètre. Alors, le deuxième paramètre, c'est l'interface. Ici, on voit que, en fait, ça va être le réceptacle, ça va être en fait notre codeur. Donc ici, c'est là-dedans qu'on va stocker les données une fois qu'elles seront décodées. Ouais, donc on va faire, voilà. Donc on va faire comme ça. Dans un premier temps, on va mettre ça comme ça. Voilà. Et maintenant, on va faire le FMT.
println de CO qui sera un type codeur. CS, on est reparti. Voilà, donc j'ai 0 et un truc comme ça. Alors on a un petit souci. Comment ça se fait que il y a 0? Alors en fait on voit que 0 est la slice d'octet. Enfin non, la slice tout court, pas d'octet. Mais en fait il y a trois choses dedans. Donc en fait notre codeur, quand il est initialisé, on sait que les valeurs ne sont pas nulles, elles sont à 0. Donc ici, dès l'instant où j'ai appelé, j'ai créé codeur, enfin j'ai créé CO de type codeur, tous les attributs sont mis à 0. Donc la chaîne, c'est une chaîne vide, donc c'est pour ça qu'on voit rien. Mais en fait, s'il n'y a pas rien, il y a une chaîne vide. Âge, comme c'est un uint, on l'a mis à 0. Et les skills, comme c'est un slice de string, eh bien, on a un slice de string vide. Voilà. Donc en fait, tout ça pour vous dire que il n'y a rien eu dedans. Alors pourquoi il n'y a rien eu dedans? Eh bien parce que on veut écrire dans quelque chose, on veut modifier en fait CO, parce qu'il est initialisé à 0. Nous, on veut lui donner ces valeurs-là. Donc on le passe à une méthode. Et qu'est-ce qu'on avait vu avec les pointeurs? Eh bien, si on passe quelque chose comme ça, ça va être dupliqué. Et nous, on veut le passer par référence, donc il va falloir utiliser un pointeur. Alors, pour ça, voilà. On va mettre adresse de CO. Et là, bim, pas de souci. On retrouve bien, donc ce coup-ci, j'ai Steph 44 et puis les skills. Et je peux même ici invoquer skills, comme tout à l'heure. Et hop, si je relance, voilà. J'ai ici juste mes skills. Et au passage, on voit que j'ai rentré compétences et que par contre, je peux invoquer les skills de codeur. Donc ça a bien été mappé sur les skills. Donc on voit que ceci fonctionne dans les deux sens. À l'encodage et au décodage. Alors, on peut faire ici soit ça, soit on peut créer directement. En général, on va plus créer un pointeur directement. Ça marchera exactement pareil. Voilà, on n'a absolument pas de souci. Les deux méthodes sont valables. Après, j'ai envie de dire, c'est un petit peu. En général, on fait plus comme ça. Alors, je sais pas si c'est vraiment une convention, mais on fait un petit peu. On fait plus souvent cette méthode-là. On va lui dire en fait que c'est un pointeur sur codeur, mais on peut très bien créer un objet codeur et le passer via son adresse. Hein. C'est kiff kiff. Franchement, il n'y a pas de différence. Donc voilà comment fonctionne le JSON. Alors, en codage et en décodage. Donc c'est relativement simple. Alors, qu'en est-il de notre interface? Tiens, on va voir ça. On va voir ça tout de suite. Donc, qu'en est-il si ici, en fait, je ne sais pas ce que je vais récupérer derrière, parce qu'on peut avoir des JSON beaucoup plus compliqués. Hein. Ici, on a à chaque fois une clé, une valeur, une clé, une valeur. Ici, on a une clé et puis un tableau de valeurs. Mais c'est pas voilà. On peut avoir compétence avec à l'intérieur un nouvel objet avec un ensemble de clés valeurs. Et comme ça, on se retrouve avec des JSON énormes. Je pense notamment à l'API. Vous pouvez aller faire un tour sur Open Food Facts et leur API, tester leur API. Open Food Facts, c'est terrible. Ça vous sort un JSON énorme.
C'est une base de données open source sur les aliments, en fait, qui fonctionne avec, enfin, comme principale entrée, on utilise le code barre du produit et il nous donne toutes les valeurs nutritives, enfin, tout un tas d'infos. Et les JSON sont énormes. Donc après, pour sérialiser ça dans des structs, bonjour. Hein. Alors, ici, si on veut justement récupérer, comme on doit mapper à chaque fois, machin, si on veut récupérer des choses, mais qu'on ne sait pas trop derrière de quel type elles sont, parce que ça peut arriver, on peut avoir ici, enfin normalement sur une API bien construite, non, mais on pourrait avoir un JSON avec, on ne sait pas ce qui va arriver derrière, si c'est un tableau, si c'est, on ne sait pas du tout. Donc dans ce cas-là, on va utiliser, comme on a vu ici, voilà. Voilà. Donc ici, on utilise un type interface. Donc en fait, ce type interface, je vous ai dit, c'est quelque chose de générique. C'est une sorte de joker, en fait, finalement. C'est-à-dire, on ne sait pas trop. Alors ici, on peut mettre interface. Yep. Alors, avant de vous montrer l'interface, on va juste faire un petit truc. Ici, on va mettre... Donc, comme ici, dans compétences, donc dans mes skills, je récupère un slice, je peux, par exemple, appeler... voilà, l'objet 2. De situé donc à l'index 2. Voilà, et j'ai mon élément qui est situé à l'index 2. 0, 1, 2. Ah, donc là, on est bon. Alors, donc maintenant, on va mettre interface. Voilà. Alors, interface aussi, on va l'utiliser, admettons que compétence, derrière, on sait qu'on va le récupérer. Alors, il y aura tout un gros objet derrière avec plein de clés valeurs, admettons, tout ça. Mais en fait, toutes ces clés valeurs, on n'en a pas besoin. Mais quand même, on veut le stocker dans quelque chose. Donc, on va utiliser interface. Alors, voilà, on va faire ça comme ça. Et donc, maintenant, en mettant interface à la place de mon slice de string, eh bien, j'ai la même chose. J'ai la même chose que tout à l'heure. Donc, vous allez me dire, ben, pourquoi s'embêter à mettre des choses comme ça, puisque lui, finalement, il fait... il évalue le type, et puis il met le bon type. Alors, pas du tout. Si on fait ceci, alors, vous voyez, il me prévient déjà qu'il y a une erreur, mais je vais quand même vous montrer. Bim, voilà, ça me fait une erreur. Type interface ne supporte pas l'indexation. Donc, en fait, c'est collé là-dedans, un peu comme une string, si on veut. Mais du coup, c'est pas interprété. Comme c'est collé là-dedans, je peux le ressortir, hein, sous forme avec printline, ça va ressortir sous forme de string à l'écran, donc pas de souci. Mais par contre, il n'est pas interprété. Lui, il le pose comme ça, mais il ne sait pas ce que c'est. On ne va pas pouvoir utiliser un index comme sur un tableau ou une slice. Donc là, vraiment, c'est un type générique, mais il n'est pas, on ne bénéficie pas de l'interprétation et il ne le transforme pas dans le type adéquat. Lui, il le prend, il le colle là. Mais il n'est pas interprété. Donc après, vous ne pouvez pas l'utiliser en tant que... Alors si c'est du texte, c'est pas un problème, mais là, vous ne pouvez pas l'utiliser en tant que slice, comme on l'utiliserait ici. Mais par contre, si vous n'avez pas besoin de ça, mais il faut absolument que vous le récupériez parce que c'est dans la structure de votre JSON, eh bien, vous pouvez tout simplement, voilà, vous mettez interface à la place, et là, donc là, voilà, si je relance, ben ouais, il faudrait peut-être que j'enregistre. Hein. Voilà. Voilà, donc là, j'ai récupéré mon comportement de base. Donc oui, si ce qui va arriver ici n'aura absolument aucune importance, c'est juste parce que vous avez des données à stocker quelque part et voilà, ces données, vous ne vous en servirez pas. Dans ce cas-là, ouais, vous pouvez utiliser le type interface.
Donc voilà pour comment fonctionne le JSON. Et en plus, on fait d'une pierre deux coups, puisque, comme je vous ai dit, vous remplacez ici JSON, JSON, JSON par XML, et vous vous retrouvez avec un encodage et un décodage en XML de la même manière. Alors sauf que ici, bien sûr, il ne faudra pas lui passer ça. Hein. Parce que si vous faites XML unmarshal et puis que vous lui passez ça, lui, il ne va pas apprécier du tout. Il faudra lui passer de l'XML, comme on a vu tout à l'heure. Donc voilà, l'important c'est d'avoir une structure derrière, d'avoir un type qui correspond à ce que vous allez balancer dans votre JSON. Et donc du coup, on peut aussi faire correspondre des choses ici. Donc si par exemple dans le cadre d'une API, on aurait peut-être besoin, l'API, elle aura certains termes, et nous de notre côté, eh bien notre client ou notre serveur qui va aller taper dans l'API, on aura besoin de changer le terme de l'objet qui va réceptionner tout ça. Comme ici, pour une raison ou pour une autre, on avait utilisé skills. Donc ça permet, ou quand l'API elle change, s'il y a des dénominations qui changent, pour des API c'est pareil, ça devrait pas non plus trop changer, mais voilà, s'il y a des dénominations qui changent, on peut les remapper sans changer toute la structure du code. Parce qu'ici, si je change skill ici, il va falloir que je le change ici. Et encore, là, bon, c'est vraiment des programmes d'exemple, mais sur des grosses applis, il va falloir rechercher, si vous avez votre appli est bien découpée en plusieurs morceaux, il va falloir rechercher partout ce qui utilise skills pour le changer. Donc là, ça va être un peu embêtant. Alors qu'ici, si le nom change, on a juste à le faire correspondre au JSON. Donc ce qui est plutôt bien foutu. Donc voilà, donc c'est pas super compliqué finalement. Vraiment le truc embêtant, c'est qu'il va falloir créer un type qui va accueillir toutes les données. Contrairement à le meilleur exemple, c'est le JavaScript, puisque JSON c'est JavaScript Object Notation. Donc c'est la notation des objets natifs en JavaScript. Donc lui, JavaScript, on n'est pas obligé de passer par ce genre de truc. On récupère le JSON, on le parse, et puis après on l'utilise. Ici on utiliserait Steph non, Steph voilà, Steph âge. Donc ici le plus embêtant, ça va être de créer un réceptacle en fait pour qui corresponde à la sortie en JSON. Donc du coup pour des JSON un peu compliqués, il va falloir se creuser un petit peu la tête pour créer notre type. Donc voilà, alors on va en revenir, maintenant on va revenir sur notre petit serveur. Alors c'était dans tuto, sélectionner un dossier, bim, on est parti. Voilà. Alors, eh bien on va dire adieu à tout ça. Hein. Je vais enlever ma gestion de template. Voilà, parce qu'ici on va plus faire de XML, on va de HTML. Et on va se créer donc static et assets. On n'en a plus rien à carrer. Le handle func favicon pareil. Voilà. Et puis voilà, pour le reste on fera un petit peu comme on le sent. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme exemple? Eh ben on va prendre juste, on va faire une personne ici. Allez, hop, personne. Bah, en fait on va faire un client. Tiens, allez hop. Client, ici, on va mettre, on va lui mettre un nom, hein, qui va être une string, et on va lui mettre un
un ID qui va être un int, un uint. Voilà. Alors ici, on va toujours... ouais. Ben, statique n'existant plus. Hein. On risque pas de le retrouver. Title, on s'en fout. Donc, if, ben, rule one. Puisque la 2 n'existe plus. Voilà. Donc ici, donc on va garder notre handleFunc. Alors, je pourrais avoir quelque chose du style API. Mais ici, on va taper directement dans le root. On va pas créer un nouveau truc API à côté. Puisque notre serveur va être uniquement une API. Donc là, ça va être quand même un poil plus clair. Alors, on a notre serveur qui va appeler, qui va écouter sur le port 555, comme d'habitude. Ici, on a défini un type client, qui va être une structure toute simple avec un nom et un ID. Et donc on va définir notre handleFunc. Alors, on va aller taper l'API sur la route principale et on va parser l'URL. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Si, on va garder ça comme ça. Oui, je suis un peu indécis, mais on va faire. Je vais vous montrer quand même les deux. On va le faire avec les deux méthodes. Mais comme on a celle-là sous la main, on va garder celle-ci. Donc là, voilà, on va récupérer notre URL. Donc ici, on va faire avec une regex. On va voir si dans ceci il y a favicon. Et s'il y a favicon.echo, eh bien, ben, il ne se passera rien. Et par contre, si c'est différent de favicon, eh bien, on va traiter l'URL. Alors, on va passer par des queries pour l'instant. Donc, on va aller parser les queries. Et ici, donc justement, alors on va créer un nouveau client. Alors, on va créer un client de type client. Voilà. Et ici, maintenant, on va mettre client nom égale query. Donc, le query, on va l'appeler nom. Alors, c'est là que ça va être un poil plus chaud. Donc ici, on va réutiliser cette même formule, mais on va la modifier un poil quand même. Donc ici, on va mettre le client. Voilà, on va l'imprimer à la fin. Et ici, donc ce sera client.id. Alors le souci, c'est que voilà, client ID est de type uint. Et ici, avec strconv atui, on se retrouve avec un int. Ici, ce qu'il faudrait faire, c'est un truc intermédiaire. Donc déjà, on va pas mettre age, on va mettre id. Et on va se dire, bah tiens, par exemple, id, ce sera le résultat de strconv, et après, client, non, pas client comme ça, client.id sera égal à le casting de id en uint. Voilà, donc maintenant que le casting est bon, on va pouvoir tester ce code. Alors, ouais, j'ai rien oublié, allons-y. Hop. Alors, non, je l'avais fait ici.
Alors, le serveur s'est bien lancé. Maintenant, si je vais lancer une fenêtre, voilà. Et je vais taper localhost 555. Bon, bah, j'ai rien. Et on voit que client, lui, client m'a rien sorti. On voit que c'est vide. Maintenant, si je mets point d'interrogation non égal, allez, non égal Steph et ID égale 1523, voilà. Donc on voit que ça s'est bien sérialisé. Mon client, maintenant, le nom c'est Steph et l'ID c'est bien 1523. Donc à partir de là, on serait tenté de faire quelque chose un petit peu dans ce goût-là, de faire un fmt.f printf. Hein, on avait vu que fprint d'ailleurs, hein, ça suffira largement. Voilà, donc on avait vu ici qu'on prend un IO writer, donc ici CW, hein, c'est la sortie en fait, et on prend une interface. Donc une interface, enfin plusieurs éléments de type interface, donc de type non défini, de type générique. Alors ici, on n'aura qu'un élément à passer. On voudra sortir du JSON. Donc pour ça, on va construire notre JSON comme on l'a vu tout à l'heure. On va faire JS qui sera égal à JSON.Marshall de client. Hein. Qu'est-ce que j'ai oublié encore? Ah bah oui. Encoding JSON. Voilà. Ouais, et puis l'erreur. Donc, on va vouloir, comme je le disais, donc ici, on va vouloir sortir ça ici. Donc, on va faire... Donc ici, on va passer W qui est le response writer, qui est l'IO writer. Donc ça va être notre sortie vers le client. Et qu'est-ce qu'on va vouloir sortir? Alors on va vouloir sortir le JSON. Le JSON, on va quand même ne pas oublier de le repasser en string. Puisque si on regarde Marshall, ça renvoie un slice d'octet. Donc on va vouloir le convertir en string et le ressortir sur le client. Voilà. Voilà, je vais faire un CLS. On est parti. Et on va relancer notre client. Donc ici, si j'utilise toujours les mêmes trucs, hein, non Steph et ID 1523, je relance et voilà. Et j'ai récupéré mon JSON. Et là, j'ai bien. Alors, voilà, hein, si je change des paramètres, on avait mis quoi? On avait mis Alex le premier. Voilà, j'envoie ça. Et je me retrouve bien avec Alex et un uint. Alors pour le coup, là, ce sera sûrement un int. Mais voilà. Je retrouve avec mon JSON sérialisé comme il faut. Et on voit bien ici que mon serveur a récupéré et a sérialisé les infos dans le nouveau client. Donc il n'y a pas de souci. Alors après ça pourra passer par une base de données, parce que le but ce serait d'inscrire ça dans une base de données. Mais voilà. Donc voilà comment on peut ressortir comment on peut récupérer donc les infos, les sérialiser et les transformer en JSON. Alors ça, c'est une méthode. C'est la méthode qu'on a vue tout à l'heure.
pour sérialiser le JSON de manière classique. Donc pareil, ici on a vu qu'on pouvait mettre ceci avec les backticks. On met JSON, hop là, deux points, on n'oublie pas les guillemets, et ici on va appeler ça ouais, non. Bah, théoriquement on évite les accents, hein, mais bon. On va appeler ça numéro client par exemple. Donc ici j'arrête mon serveur, je le relance, et si je renvoie la même chose, voilà, j'ai bien numéro client. Donc on voit que ça marche comme tout à l'heure, hein. Donc voilà, on voit bien que comme tout à l'heure, j'ai ID ici, mais pour la sortie en JSON, ça s'appelle numéro client. Donc là, pas de problème particulier. Alors, ce package JSON est plein de ressources. Alors là, on a fait, donc c'est la méthode qu'on a vue tout à l'heure. Voilà, c'est méthode classique pour faire du JSON, le Marshall Unmarshall. Dans le cadre d'une sortie comme ceci. Donc ici, on va créer un nouvel objet JSON dans lequel on a stocké le résultat, et après on l'a passé. On n'est pas obligé de stocker le résultat quelque part. Avec le package JSON, on peut directement sérialiser en JSON et l'envoyer sur une sortie. Parce que finalement, la sortie, elle bosse en binaire. Donc nous, on va lui passer ici une string, mais il va la reconvertir en binaire pour l'envoyer via le HTTP. Donc il existe une autre méthode. Alors toujours avec le paquet JSON, pour faire plus simple, on peut faire JSON. Alors on va invoquer new encoder. Et vous voyez, new encoder, lui, il va prendre un IO writer. Alors, new encoder, l'IO writer, et bien ici, ça va être notre sortie. Ça va être W. Jusque là, pas de souci. Et maintenant, on va appeler la fonction encode. Donc on va lui dire, en fait, on va créer un nouvel encodeur. Cet encodeur, donc ça va être une sortie. Alors ça pourrait être un fichier aussi, hein. C'est un IO writer, donc ça peut être n'importe quoi. Donc ici, ça pourrait être très bien un fichier, comme on l'avait vu. On peut écrire directement dans le fichier sans passer par une variable intermédiaire. Donc ici, ça va être notre sortie. Ça va être la sortie du serveur. Et on va invoquer dessus la méthode encode qui, elle, va recevoir donc l'interface. Donc ça va recevoir finalement ici notre client. Ça va être nos données qu'on veut passer, qu'on veut encoder en JSON et envoyer à la sortie. Donc ici, ça va être notre client. Voilà. Hop. Incliner l'écran. Voilà. Donc ici, tout simplement, en une ligne, j'ai défini un nouvel encodeur qui s'appelle, donc là, qui va être notre sortie serveur. Et dans ce nouvel encodeur, on va lui dire, ben, tu encodes ces données-là. On est parti, on lance le serveur. Et maintenant, je vais remodifier, hein, je vais mettre juste ça. Tiens, voilà. Voilà. Alex, numéro de client, on voit bien que je suis passé à 879. Et on voit bien que l'encodage c'est bien fait, enfin la sérialisation c'est bien fait en entrée. Et la sortie, donc on a ni plus ni moins pipé l'encodeur sur la sortie vers le client. À aucun moment on a utilisé une variable intermédiaire. Donc dans le cadre d'API, c'est plus cette fonction-là qu'on va utiliser, puisque en plus c'est super simple quoi, à utiliser. Si on n'a pas besoin de traiter le JSON, eh bien on peut passer par ça. Et d'ailleurs, on n'aurait vraiment plus besoin de le traiter, puisque le JSON ici nous sert que pour une sérialisation vers la sortie.
Donc c'est pas pour une utilisation après en interne. Donc cette fonction-là sera quand même beaucoup plus pratique et du coup plus efficace. On sera moins gourmand en mémoire puisqu'on va pas passer par une variable intermédiaire. Et comme c'est un serveur qui est censé accueillir un bon paquet de connexions simultanées, moins on utilisera de mémoire par connexion, mieux ce sera. Donc voilà le principe de base d'une API. Donc on lui envoie des données. Alors ici on fait simplement, c'est un serveur écho en fait. Hein. On envoie des données et lui il nous les renvoie. Bon, il nous les renvoie sérialisés, mais voilà. Après il faut voir que ici le but ce serait par exemple de rentrer juste l'ID du client et d'avoir toutes les infos. Et ceci en passant par une base de données. Mais on s'intéressera aux bases de données dans un chapitre suivant. D'ailleurs dans le suivant, je crois. On verra la mise en place d'une petite base de données. On va pas utiliser un gros truc. Hein. Mais voilà, c'est juste pour ajouter de la persistance à notre serveur. Donc pour l'instant, ce qui nous intéresse, voilà, c'est la sortie de JSON. Donc là, on vient de voir comment, avec cette méthode-là, par les queries, comment obtenir ça. Donc je n'ai pas forcément besoin de cette forme-là. Là, c'est bien parce que je peux, vous voyez, si j'intervertis, je mets ici ID et nom égale Toto, hein, hop, ça marche quand même. Donc moi je peux mettre dans l'ordre que je veux, voilà. C'est le principe des clés valeurs. Lui il récupère toutes les infos et il les traite. Il s'en fout puisqu'il recherche des données qui s'appellent nom et ID. Maintenant si je voulais passer des données, alors soit accéder à des données fixes, soit si je voulais passer des données dans un ordre bien précis, je suis plus obligé d'utiliser, comme dans une fonction par exemple, si vous passez dans l'ordre les arguments, tout se passe bien. Si vous voulez les passer dans le désordre, il faut les nommer. Donc ici, c'est ce qu'on fait. On nomme les arguments et on leur attribue une valeur. Maintenant, si je voulais les passer dans l'ordre, j'aurais plus besoin de ces systèmes de clés. Je pourrais très bien avoir, par exemple, un truc qui ferait comme ceci, Alex et 872, par exemple. Ah ben ici, forcément, ça me renvoie rien. Mais passer, par exemple, le nom en premier et l'ID en suivant. Alors, je vais arrêter mon serveur. Donc ici, on va plus passer par des queries. Donc on va toujours matcher, hein, ça c'est pas... Voilà. On va toujours utiliser ce système-là pour bien vérifier qu'on tape pas sur favicon. Donc, ici, je vais appeler ça recparse. Donc ce sera notre requête parsée. Donc comme on l'a vu, on va utiliser ici, comme précédemment, request URI, qui va nous renvoyer finalement la même chose que URL pass finalement. Ça va nous renvoyer notre URL sans l'URL route, sans le localhost machin. On aura juste ce qui suit. Donc ici, Alex et l'ID 872. Donc comme on a vu ceci, on va le parser avec la méthode strconv. Non. Avec la méthode strings, je dis des bêtises. String split. Et on va splitter selon... Voilà, alors on va faire ça. On va splitter selon les slash. Ah oui. Voilà, je n'ai pas importé le paquet string. Je suis tellement habitué à ce qu'il l'importe automatiquement. Donc ici, notre nom de client, ce sera recparse, hein, qui est, on le voit bien, un tableau de string. Alors, le tableau de string, tout simplement, ça va être
l'index 1. Alors ici, on se rappelle bien que quand on va couper l'adresse qui va être sous cette forme, où est-ce que je vais me mettre pour le... Voilà. Hop, on va faire ça comme ça. Donc l'adresse, elle va être sous cette forme. Donc localhost 555 slash ici Alex slash je sais plus combien, ça, on s'en fout un petit peu. Donc ici, ce que je vais récupérer avec non ici avec request URI, je vais récupérer ça. Bon, je vais le mettre plus loin, hein, qu'on le différencie bien du commentaire. Donc ici, il va nous séparer selon des slash. Donc ici, je vais me retrouver avec une chaîne vide, avec une chaîne Alex et avec ça. Donc dans mon tableau, je vais me retrouver avec ceci, comme ceci. On va mettre des virgules pour les séparer. Voilà. Donc en fait, mon premier élément sera une chaîne vide. Alors j'aurais pu faire un trim space aussi éventuellement. Donc je suis même pas sûr que ça aurait splitté, ça aurait viré le premier élément. Mais bon, voilà, là on sait que le premier élément, l'index 0, c'est un index vide. Enfin, c'est un index nul, non, un index à 0, quoi. Donc on va le laisser, voilà, on le laissera de côté. Et on sait que le premier élément tombe à l'index 1 et le deuxième à l'index 2. Ce qui finalement est plus simple à se rappeler, au final. Donc et ici, eh ben, l'ID, ce sera le recparse 2. Voilà, donc ici, le deuxième élément. Si je fais ça, hop. 0. Hop là. 1. Et puis ici, 2. Voilà. Donc je garde le même principe, hein, un ID. Donc ici je vais récupérer un int et le int je le transforme en uint. D'ailleurs ouais. Non, si je vais laisser un uint, ce sera bien. Donc voilà, là j'ai juste changé cette méthode là. Et donc si je le redémarre déjà, ce sera mieux. Voilà. Et voilà. Donc là j'ai bien parsé mon URL. J'ai récupéré le nom et l'ID. Et après j'ai renvoyé sous forme de JSON. Donc comme on l'a vu précédemment, ça peut être une méthode aussi pour passer des données. Donc les routes peuvent servir à accéder à des pages différentes, hein, c'est des routes. Donc elles sont là pour accéder à des choses, mais aussi on voit que on peut s'en servir pour aller récupérer des données. Et ici, ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est accepter donc sur cette route-là, aller taper un numéro de client, juste ici, par exemple, le 872, et faire une recherche dans une base de données. Et du coup, nous renvoyer ici, nous renvoyer à l'écran, eh bien, tous les renseignements concernant le client numéro 872. Donc après on peut, donc après c'est vraiment, donc là on est sur de l'API REST. On est vraiment, oui, sur de l'API REST classique. Donc vraiment c'est, après c'est vraiment selon les projets que vous allez développer, c'est à vous de voir ce qui vous intéressera le plus en termes d'API. Soit de l'API REST, voilà, enfin de l'API classique comme ça, qui va utiliser les routes. Donc quelque chose de vraiment très fixe, parce que si vous mettez, vous inversez ici
vous mettez 872 ici, et vous mettez Alex là, voilà, ben, le numéro de client, il met 0, parce que lui, quand il a converti, comme il ne veut pas le convertir en int, il met 0. Et mon nom s'appelle 872. Et on voit que ici, on a un entier, alors qu'ici, non. Ici, on a une chaîne de caractères. Donc après les queries, donc ici, on sera obligé de toute façon, dans ce cadre-là, par exemple, on sera obligé de renseigner cette route-là et celle-ci. Maintenant, on ne peut pas avoir de choses par défaut. Je ne peux pas ici bypasser Alex et envoyer que 872. Ou alors ici, il faut que je mette une règle qu'on va appeler default. Et voilà. Mais je suis obligé de mettre quelque chose ici. Alors que dans le cadre de queries, où on a passé nom égale machin et ID égale truc, je pourrais avoir des règles par défaut définies dans le programme lui-même. Et par exemple, envoyer le nom, et si l'ID n'est pas spécifié, eh bien mon programme va en créer un. Voilà, si ID est inconnu, il n'y a pas de souci. Pareil pour le nom. Le nom, on pourrait mettre par exemple anonyme à la place. Ça n'aurait pas grand intérêt, mais c'est faisable. Que ici, je ne peux pas. Alors encore la dernière, si on peut vérifier si la dernière n'existe pas. Mais donc ici, la deuxième, vu que c'est la dernière, ce serait plus simple. Mais je ne peux pas enlever la première route. C'est pas possible. Je suis obligé de mettre quelque chose. Si j'enlève la première route, ben fatalement, la première, c'est celle-là. On est obligé de remplir les routes dans l'ordre. Donc voilà, c'est vraiment à voir ce qui vous intéresse. Est-ce que justement, forcer l'utilisateur entre guillemets, parce que même si c'est une appli qui va taper dans ça va pas être forcément un utilisateur physique. Ça va être l'appli qui va aller taper pour récupérer ces données en JSON. Mais voilà, forcer à avoir une structure très fixe comme ça. Est-ce que vous voulez forcer l'utilisateur ou laisser quelque chose de plus libre? Mais dans ce cas-là, ce sera à vous aussi d'implémenter tous les cas derrière où on ne renverra pas forcément les bonnes informations ou toutes les informations nécessaires. Donc voilà, encore une fois, ça dépendra vraiment de ce que vous voulez obtenir comme résultat. Mais voilà, de manière simple, on peut avoir ces deux méthodes. Et vous voyez, en très peu de lignes de code, j'ai parsé, en fait, le gros des lignes de code, ça va servir à parser nos URL, alors que ce soit comme ça ou avec des queries, puisqu'on a vu que ça, avec les queries, on va changer de méthode ici et ici, mais on n'aura pas une ligne de plus. Donc si on enlève tout ce qui est parsing, on enlève tout ça, la condition ici, et puis cette ligne-là, il reste quand même pas grand-chose pour le JSON. Vous ici, le JSON, c'est une ligne. Au pire, si vous utilisez la méthode Marshall and Marshall, ça va être deux lignes. Donc vraiment, la sérialisation en JSON, dans ce cas-là, c'est vraiment rien du tout. C'est super pratique, tout se fait tout seul. En JSON, c'est vraiment la désérialisation qui est plus compliquée puisque on va être obligé de la mapper sur un client. Donc là, on va créer un objet spécialement pour récupérer les données, même si, ce qui est bien dommage, mais même si on n'a pas besoin de les stocker ces données. Si vraiment, comme ici, dans ce cas-là, on voulait les récupérer à la volée et s'en servir dans des calculs, mais pas les stocker,
Je reprends l'exemple de la base d'OpenFoodFact. Si vraiment on veut récupérer les calories de tel aliment et les traiter, dans d'autres langages c'est faisable, on peut récupérer juste ce qu'on a besoin. Que ici on va être obligé de créer une structure pour tout mapper dessus avant de pouvoir exploiter. Et on a intérêt, comme je vous dis ici, c'est relativement simple, mais on va avoir des structs de structs. Hein. Et des structs de structs de structs et ainsi de suite. On va avoir comme ça de l'imbrication de structs des fois pour récupérer une ou deux valeurs dans un énorme JSON. Mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. On n'a pas d'autres solutions. Donc voilà pour ce qui concernait le JSON et puis la sortie sur des API. Donc suite à ça, on va voir, on verra un petit peu maintenant comment donc on a récupéré des données et là on les a renvoyées directement. Donc on verra un petit peu dans la prochaine session, on verra l'exemple avec une base de données très simple. Donc on utilisera une base NoSQL. Pour ceux qui sont pas très familiers avec ce concept, c'est ni plus ni moins que le concept du JSON. Hein, c'est des ensembles de clés-valeurs qu'on va stocker. Donc on verra ça. Et bien donc moi je vous laisse là-dessus et je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto. Salut!